Sur l'histoire du Krav Maga, c'est ce qui permet de comprendre en fait le passage de ce qu'on pourrait appeler l'autodéfense comme tactique de résistance, éthique de soi, élan défensif, voilà, mouvement de résistance mais quasiment vital à l'exposition au risque de mort dans lesquels un certain nombre de groupes ont été contraints de vivre. Et l'histoire, en fait, ce qui m'a intéressée dans la généalogie du Krav Maga, c'est les premières... cette histoire, elle émerge dans la Russie à la fin du 19e siècle. Donc on est dans une partie, ce qu'on appelle la zone de cantonnement des populations juives, puisque les populations juives, en raison de lois antisémites imposées par le tsar, en fait, sont cantonnées dans certaines zones. Et dans ces zones, les populations juives subissent des pogroms à répétition, qui sont là encore le fait de foules avec la complicité totale de la police tsariste, qui débarquent dans des quartiers, détruisent l'ensemble des maisons, des magasins et assassinent les personnes. Et il y a un pogrom qui va marquer en fait l'histoire juive de façon qui constitue un traumatisme, c'est les pogroms de Kishinev qui ont lieu en 1903, et c'est 3 jours en fait de pogroms et d'assassinats de dizaines de personnes, avec des exactions de type où les bébés sont jetés par les fenêtres, où on coupe les seins des femmes, etc. Donc on est dans ce contexte-là. Et dans ce contexte-là, il y a une organisation qui est le Bund, qui est le parti ouvrier juif polonais russe, qui est un parti révolutionnaire, socialiste, et qui va mettre en place dès le début, pareil, des techniques d'autodéfense. Et là encore, avec une double finalité de l'autodéfense. D'abord l'autodéfense comme technique pour sauver sa vie, sauver sa peau dans un contexte de violence antisémite. Et la deuxième chose, c'est l'autodéfense va être mise en place aussi comme technique de lutte contre la répression, notamment des grandes grèves qui ont lieu exactement au même moment. Parce que le Bund, en fait, organise l'ensemble du mouvement ouvrier russe à ce moment-là. C'est un des partis les plus importants. Donc dans ce contexte de la Russie, à la fois le Bund et à la fois un certain nombre d'organisations comme le Poletfion, qui est une organisation sioniste ouvrière, vont se coaliser pour créer une 40aine de groupes d'autodéfense dans toute la zone de cantonnement, avec principalement des hommes, mais aussi des femmes, et avec des systèmes d'entraînement au combat au corps à corps, au combat avec armes, etc. Et ils vont essayer de faire, en fait, de lutter contre les pogroms. Mais de ces techniques de combat et un certain nombre de ces militants vont se retrouver au moment de l'arrivée du nazi dans la Pologne occupée, et vont se retrouver comme les leaders en fait du mouvement insurrectionnel dans le ghetto de Varsovie, qui à partir de 42-43 va organiser l'insurrection à proprement parler du ghetto. Et dans l'insurrection, dans ce mouvement d'organisation de l'insurrection, le Bund occupe une place vraiment très importante, parce que c'est le Bund justement qui va prendre l'autodéfense comme un acte de résistance et comme une éthique de vie, alors même que l'ensemble des combattants et des combattantes savent très bien qu'ils vont perdre la vie. Mais l'idée, le passage à l'autodéfense insurrectionnelle, c'est l'idée du choix de sa mort, et l'idée par l'autodéfense de considérer que mourir en fait en se défendant, c'est préserver au-delà même de l'extermination quelque chose qui relève d'une valeur de la vie, quelque chose qui va préserver les valeurs de l'humanité qui sont en train d'être ensevelies en fait avec l'extermination des Juifs. Et dans cette question-là, en fait, ça a été pensé non pas comme un héroïsme, mourir les armes à la main, mais ça a été pensé comme l'idée que la défense de soi, c'était survivre en fait à ce qui était à la destruction de l'humanité qui était en train de se vivre au sein du ghetto et dans l'indifférence absolue du monde. Donc c'était presque
cette volonté qui a été maintenue. Or, une autre généalogie d'un certain nombre de leaders de groupes d'autodéfense, donc de cette première période en Russie, vont, eux, non pas rester en Europe dans les années 30 et 40, mais vont, via la France, aller en Palestine, qui est à ce moment-là sous mandat britannique, et vont organiser là-bas les premiers groupes de défense des premières communautés juives en Palestine mandataire. Mais cette partie des militants qui se retrouvent à ce moment-là, dans les années 20, dans les années 30, en Palestine, ce sont plutôt des militants qui représentent le courant sioniste conservateur, d'extrême droite et fascisant. Et un des grands théoriciens de l'autodéfense qu'on va retrouver ici, c'est Vladimir Jabotinsky, qui est le créateur du Parti sioniste révisionniste en 1925, mais c'est aussi lui qui est à l'origine de la constitution du Bétar, qui est une organisation de jeunesse en 1923, et qui va théoriser en fait ce qu'il appelle l'autodéfense offensive. Donc il va, dans une certaine mesure, dévoyer la philosophie presque vitaliste de l'autodéfense en une philosophie nationaliste qui considère que les techniques d'autodéfense sont en fait une ressource extrêmement utile pour la constitution d'un corps d'élite armée qui a vocation à organiser l'occupation de la Palestine et de créer un État israélien. Et donc Jabotinsky va être vraiment, à travers un texte qui s'appelle La muraille d'acier, va théoriser un type d'autodéfense qui va donner les premiers principes en fait de techniques de combat qui vont complètement réformer l'idée que l'on se fait alors de la guerre avec deux fronts bien différents qui se font face et qui répondent, etc. Il va considérer que là, avec très peu de ressources humaines et très peu de ressources d'armes, on peut créer des techniques qui va consister à entraîner des corps d'élite qui vont infiltrer ce qu'il appelle alors les lignes ennemies, qui sont principalement en fait tout simplement les populations civiles palestiniennes, pour aller déstructurer cet ennemi, désorienter cet ennemi, l'affaiblir en son cœur et attaquer en fait au corps à corps pour terroriser en fait les populations civiles. Donc là, l'autodéfense, dans sa version nationaliste comme politique en fait de colonisation, elle va être très importante parce que un certain nombre Jabotinsky va être un des cofondateurs des premières unités d'élite qui vont donner lieu à la création de Tsahal, donc la Haganah, où on va avoir vraiment un entraînement martial rationalisé qui va donner lieu à l'idéologie même de la projection de ce que va être l'État d'Israël. Et quand la dissolution de ces unités d'élite qui en fait ne sont pas encore considérées comme des armées mais vont se dissoudre pour créer Tsahal va complètement reprendre en fait ce qui fait sa force et ce qui va devenir aussi une forme de label et d'efficace en fait de cette armée, c'est toutes les techniques de combat au couteau, au corps à corps, et cette idée en fait d'autodéfense offensive qui a pour caractéristique de déstructurer en fait l'organisation adverse et encore une fois de désorganiser en ciblant constamment le centre, le cœur de l'ennemi. Et c'est là où arrive un deuxième personnage qui est Irmi Lichtenfeld et qui est l'inventeur, celui qui va vraiment formaliser dans le Krav Maga en fait, qui va formaliser le Krav Maga et qui signifie en hébreu combat rapproché, combat au corps à corps, et qui va devenir l'une des figures en fait du Krav Maga. Et lui, il va dire il y a 5 principes fondamentaux dans le Krav Maga. D'abord, c'est la question de l'efficace et de la rapidité absolue du coup, qui signifie que il y a une économie absolue des moyens et de dépenses d'énergie. Donc ça veut dire que c'est des coups qui sont directement, qui supposent directement l'efficace létale en fait de la frappe. La deuxième chose, c'est l'idée de l'universalité
de ces techniques, c'est-à-dire qu'elles sont efficaces dans n'importe quelle situation sensible et vis-à-vis de n'importe quelle menace. Donc c'est aussi mettre le corps dans une disposition où avec très peu de techniques, en fait, il est capable de répondre à un nombre infini de situations menaçantes. La troisième chose, c'est qu'ils vont considérer que le Krav Maga, c'est l'idée fondamentale, le centre, le centre, le centre. Jamais par exemple, de coups amples, jamais d'ouverture du corps quand on attaque parce qu'en fait on se rend vulnérable. Au contraire, c'est des techniques corporelles qui sont très resserrées et qui ciblent constamment en fait la ligne centrale en face, qui sont en fait des lignes de vulnérabilité. Et ça, c'est non seulement pour le corps qu'on a en face, mais en fait c'est un dispositif par rapport à n'importe quel ennemi. Donc c'est le groupe, on cible le corps. L'État en face, on cible son centre. Toujours cibler le centre. Et le dernier principe, c'est par rapport à la question de la peur. L'idée qui va changer fondamentalement avec le Krav Maga, et c'est très intéressant parce qu'à partir des années 63-64, le Krav Maga n'est plus seulement une technique de combat à l'intérieur de Tsahal qui marque qui fait la qualité première de Tsahal, ça va se diffuser dans toute la société civile israélienne, c'est-à-dire que les civils vont accéder à ces techniques, vont se former au Krav Maga dans les écoles, etc. Et c'est l'idée que chaque citoyen va devenir en fait une petite unité martiale et létale qui est interpellée par l'État israélien comme un élément fondamental dans la fonction de surveillance et de défense de l'État d'Israël. Et pour que ça soit possible, c'est qu'il faut mettre la société civile dans un état d'insécurisation totale. C'est-à-dire faire bien comprendre à la société civile que chaque morceau, chaque recoin de la société est potentiellement un recoin où il peut se passer quelque chose de dangereux. Et par conséquent, c'est l'idée que le Krav Maga va devenir la seule réponse possible à cette situation d'insécurité absolue. C'est-à-dire que en créant de l'insécurité, le Krav Maga, c'est l'idée qu'on est disposé au moindre signal à répondre, mais comme la société est perçue comme une société menacée de toutes parts par n'importe quel terroriste, en fait, le Krav Maga se constitue comme la seule posture vitale du bon citoyen israélien. Et donc ça, c'est par rapport à la peur, l'idée que auparavant, avoir peur au combat, c'est un problème. C'est-à-dire c'est considéré vraiment comme une vertu de lâche, ce sont les déserteurs qui ont peur, ce sont les... en plus ça touche justement à la question de la virilité. Celui qui a peur, c'est celui qui n'est pas capable en fait d'affirmer son courage, etc. Or là maintenant la peur de vertu efféminée, vraiment négative, etc., se transforme au contraire en vertu de combat, en vertu ultra virile, parce que la peur, elle va prendre les corps et va leur injecter en continu des stimuli qui sont des décharges d'adrénaline qui tient le corps sur la défensive, qui tient le corps complètement en permanence en fait sur le qui-vive. Et cette idée, c'est que la peur devient quelque chose qui est bon d'avoir. Il faut avoir peur parce qu'on sait très bien que dès qu'on a peur, en fait, on se met en posture justement d'autodéfense et on est prêt à répondre. Ce qui, à terme, crée des sociétés avec des subjectivités complètement paranoïaques qui transforment en fait l'espace civil en un espace absolument invivable.